On vient donc de toucher du doigt certains enjeux des soins pénalement ordonnés. Et pour approfondir la thématique et en saisir un peu mieux les contours, je donne la parole au docteur Tiffaine Séguré. Donc Tiffaine, tu es psychiatre, responsable médical de l'URSSAFS et médecin coordonnateur. Donc je te laisse la parole pour ton intervention intitulée « Les soins pénalement ordonnés, un accès aux soins ». Merci. Bonjour à tous. Merci Thomas de m'avoir demandé de faire cette première intervention derrière nos fabuleux internes qui vont prendre la suite. Il paraît qu'il faut aussi te souhaiter un joyeux anniversaire, Thomas. Je l'aurais bien chanté, mais depuis très très longtemps, tout le monde sait que je chante très très mal. Je m'appelle Tiffaine Séguré, je suis psychiatre, effectivement, je ne sais rien faire d'autre. Un peu de cuisine peut-être. Je suis médecin coordonnateur, qui est une fonction que j'aime beaucoup. Et puis responsable de cette unité dont aujourd'hui je ne vais pratiquement pas parler, mais je vous invite à rencontrer les professionnels qui sont présents. Et je vois que le docteur Axel André, qui est mon collègue direct à l'URSSAFS, est présent. N'hésitez pas à le solliciter pour en connaître plus. Moi, aujourd'hui, je suis censée vous parler des soins pénalement ordonnés. Et la question que j'avais envie de poser, si j'avais eu un PowerPoint, il se serait appelé soins pénalement ordonnés, est-ce possible ? Et évidemment, depuis 16 ans de pratique à l'URSSAFS, et puis aussi un petit peu avant dans les secteurs de psychiatrie où j'ai travaillé, je viens témoigner que oui, c'est possible de soigner des gens lorsqu'ils ne sont pas tout à fait libres d'avoir décidé de leurs soins. Si je suis malade et si je suis d'accord de me soigner, c'est facile. En France, je cherche de l'aide et généralement j'en trouve. Et puis, je me fais soigner. Si je suis malade et que je ne suis pas conscient que je suis malade, ou que je le suis partiellement, la main droite, c'est pas trop ce que fait la main gauche, ou que je suis tout à fait conscient mais que j'ai pas envie d'être soigné, il n'y a qu'en psychiatrie qu'on peut vous forcer. Il faut le savoir quand même. Il n'y a qu'en psychiatrie qu'on peut forcer les gens à se soigner. Et encore plus, il n'y a qu'en psychiatrie qu'on peut vous soigner à l'hôpital enfermé. Eh bien, les soins pénalement ordonnés, c'est pas ça. Il fallait bien commencer par dire ce que c'était pas, parce que j'ai encore trop de personnes qui confondent les soins pénalement ordonnés et les soins sous contrainte. Donc, les soins pénalement ordonnés, c'est pas les soins sous contrainte, c'est pas les soins sans consentement. C'est pas le SDRE, SDT. À mon époque, c'était HDT, HO. J'en suis restée là d'ailleurs parce que la loi en 2011 est passée. J'avais déjà basculé en psychiatrie légale. Les soins pénalement ordonnés, c'est 3 choses. Bon, je m'arrête à 2 en fait, parce que la troisième est presque anecdotique ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais je vais quand même la citer, ces 3 choses. C'est l'obligation de soins, l'injonction de soins et l'injonction thérapeutique. Vous allez me dire, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de vocabulaire pour nous inventer tout ça. Obligation de soins, injonction de soins, c'est surtout ça dont il s'agira dans mon propos là pendant quelques minutes. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions quand vous voudrez, soit aujourd'hui, soit à d'autres moments dans la région. Il y a de grandes similitudes entre obligation de soins et injonction de soins. Je suis sûre que vous alliez me dire « Ah là là, on va parler de différences ». Mais je vais commencer par vous parler des similitudes. Les similitudes, c'est que ce sont des patients à un moment dans un parcours judiciaire. Nos collègues, nos partenaires les appellent les PPSMJ, je crois. Personnes sous main de justice, placées sous main de justice. À un moment, les gens sont placés sous main de justice parce que la plupart du temps, soyons simples, ils ont commis des faits. On passe notre temps à voir des gens qui sont innocents. Erreur judiciaire, toute la journée. À l'URSSAFS, vous êtes d'accord, on en voit beaucoup. Bon, la plupart ont commis les faits, et de toute façon, ce n'est pas nous qui allons décider s'ils les ont commis ou pas.
Et à n'importe quel moment, entre le moment où ils sont mis en cause, garde à vue, jusqu'à procès et post-carcéral, à chaque moment, ils peuvent être mis en obligation de soins dans une modalité qui est simple, qui s'appelle l'obligation de soins. La personne cherche son soignant à ce moment-là. Oh, le service public est quand même plutôt désigné pour voir ces personnes. Et puis, le soignant fait un petit papier. J'en rappelle au passage, parce qu'il y a beaucoup de discussions sur les fameuses attestations. Je rappelle au passage qu'à partir du moment où vous écrivez votre signature, vous, soignant, en bas d'une feuille, même si vous n'avez mis que le nom du patient et aucune autre information, c'est déjà une dérogation, une violation, ce que vous voulez du secret professionnel. Alors après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dans l'attestation. Vraiment, sincèrement, j'ai réfléchi en collégialité. C'est vrai que la plupart du temps, ce sont des attestations très simples. J'ai vu, j'ai reçu, je rencontre. Ça peut être plus compliqué. Je soigne régulièrement, pas régulièrement. J'essaye. Ça peut être ce que vous voulez. De toute façon, à partir du moment où vous avez mis votre signature, le nom du patient, c'est déjà un papier qui est sous le sceau du secret professionnel. Vous le remettez au patient, il en fait ce qu'il veut. Alors oui, en obligation de soins, ça s'arrête à peu près là. Alors quels troubles mentaux ils ont ? C'est des délinquants, sont-ils malades ? J'ai encore entendu la semaine dernière lors d'une formation une infirmière me dire « Mais qu'est-ce que fait ce délinquant à l'hôpital ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en prison ?» Et j'entends aussi régulièrement, et je crois que c'était une des choses que tu avais mis, Thomas, dans ton étude sur la santé mentale en prison, sur les troubles mentaux en prison, c'est qu'il y a un déplacement de l'hôpital psychiatrique vers la prison. Je ne sais pas si c'était dans ton étude ou dans une très similaire. Alors je crois que c'est très compliqué, mais le fait est que les soins, et je crois que Madame El Bartali sera d'accord avec moi, les soins, ça commence au dépistage, ça passe par le diagnostic, donc par l'évaluation, et puis ensuite il y a les soins, et puis il y a la réhabilitation, et tout ça c'est du soin. Donc, je ne sais pas si les délinquants sont malades, je ne sais pas si les patients sont délinquants. Une chose est sûre, c'est que tant qu'on n'a pas fait une vraie évaluation des soins, on tombera pas, une vraie évaluation des personnes sous main de justice, on ne tombera pas sur ce sur quoi on tombe quand on se pose avec eux dans le colloque singulier de l'entretien, c'est-à-dire peu de psychose, bon, quand même, hein, il y en a quand même 3-7%, je crois que tu mets. Peu de psychose. Le docteur Rucubuche est-il présent ? Je ne sais pas. Il avait fait toute une étude sur les 60 dossiers de médecins co que j'avais à l'époque, où il était interne chez moi. Beaucoup de troubles anxieux, beaucoup de troubles psychotraumatiques, beaucoup de troubles addictologiques. Qui viendra dire que ces troubles-là ne sont pas des troubles mentaux ? À côté de ça, et là on peut en débattre, que de distorsions cognitives, que de pensées à l'envers dans leur tête, que de représentations sur nous, le soin, sur la société, sur les transactions qu'on peut avoir dans une famille, mais que de relations intrafamiliales improbables, vraiment improbable. Si on ne s'arrête pas pour écouter ça, on aura bien du mal à repérer ce sur quoi on travaille. Obligation et injonction de soins, beaucoup de similitudes, et d'abord la similitude des patients. Alors oui, des différences, des vraies grosses, bonnes différences. La plupart des personnes qui sont dans cette salle et que je connais connaissent ces différences, mais comme il y a un interne qui demande c'est quoi la différence entre obligation de soins et injonction de soins, ne serait-ce que pour cet interne, je lui dirais que il y a des tableaux très bien faits, en particulier au niveau de la Fédération française des CRIAFS. On a bien fait la différence entre obligation de soins et injonction de soins. Je vous dirais que l'injonction de soins dispose d'un dispositif serré. Certains patients parlent d'étau
Je leur rappelle d'ailleurs que le mot étau, c'est le fait de bien positionner une pièce. Donc peut-être que c'est aussi sécurisant. Très serré, pourquoi ? Parce que beaucoup de contraintes, beaucoup de rendez-vous. Le médecin coordonnateur, Frédéric Ivanès nous parlera certainement de son travail. La présence d'une organisation de la communication qui est beaucoup plus importante que dans l'obligation de soins, même si depuis 2012, l'organisation et en particulier la transmission des pièces pénales par le magistrat instructeur dans les cas les plus graves est obligatoire. Mais sinon, dans le cadre de l'injonction de soins, on a systématiquement la possibilité de vous donner, nous les médecins coordonnateurs, les pièces pénales. Alors vous allez me dire, peut-être j'ai pas envie de les lire. Moi non plus. Alors je les fais lire. Ou bien je les lis une fois que j'ai vu le patient. Ou bien je demande à ce qu'on m'aide à lire les pièces pénales. Alors c'est facile à l'URSSAF, on a nos stagiaires. On a des stagiaires là qui sont là aujourd'hui. Levez la main les stagiaires de l'URSSAF, vous êtes venus ou pas ? Ouais. Ah ben, en ce moment, elles me lisent toutes les pièces pénales. Comme ça, c'est elles qui sont mal plutôt que moi. L'expertise. Nos patients que nous avons sous main de justice en injonction de soins ont tous été expertisés. Contrairement à l'obligation de soins entre nous. Parce que l'obligation de soins... On l'a tous eu, nous autres les soignants en CMP, le gars qui a mis le feu à la poubelle le 31 décembre et qu'on décide qu'il faut le mettre en obligation de soins. Le gars qui a pris son volant parce que il devait absolument raccompagner un copain alors qu'il avait 2 grammes d'alcool dans le sang. Mais qui pour autant, les autres jours d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il a fait l'accident, c'est parce qu'il ne tient pas l'alcool. Voilà, des obligations de soins, on en a beaucoup. Et on a beaucoup de personnes qui n'ont pas été vues par les psychiatres. Une expertise psychiatrique, c'est pas rien. Pour tous ceux qui en font et que je connais, c'est un temps vraiment d'évaluation psychiatrique et sexocriminologique ou psychocriminologique selon l'infraction. Donc, si vous disposez de pièces pénales dans le cadre de l'injonction de soins, ben vous aurez cette espèce de vue. Certes, du jour où le collègue expert l'a vu, mais c'est quand même intéressant, ne serait-ce que pour voir si ça a évolué. Donc la présence des expertises systématiques. Vous ai-je dit que l'obligation de soins pouvait être mise à n'importe quel moment du parcours judiciaire ? Je ne vous ai pas dit que l'injonction de soins est une condamnation. La personne, est-ce qu'il y a des magistrats, des SPIP là dans le... Levez la main, les magistrats, les SPIP, bonjour, merci. N'oubliez pas, si quelqu'un vous dit qu'il a une injonction de soins, c'est qu'il a été condamné. Il a été condamné, entre autres, à cette injonction de soins. Non, parce que même le patient ne sait pas toujours où il en est de la procédure judiciaire. J'ai vu des patients qui n'avaient pas compris que ça y est, ils étaient passés en audience et que ça y est, ils étaient condamnés. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais cette expérience avec ces patients pendant toutes ces années m'ont fait dire qu'il fallait avoir une prise en charge très rigoureuse, une vue très rigoureuse des infractions, des condamnations, des antécédents judiciaires comme médicaux. Tiens, les infractions, ce n'est pas les mêmes non plus entre les obligations de soins et les injonctions de soins. Vous n'aurez pas quelqu'un en obligation de soins pour terrorisme, vous voyez ? Vous êtes d'accord ? Vous n'aurez pas quelqu'un en obligation de soins, si ça a été, quoi qu'on peut même la rajouter après, mais l'obligation de soins, je vous ai dit que c'était pendant le procès, c'est une condamnation, mais allez, on peut se la rajouter après si on veut. On demande à un expert, est-ce qu'il y aurait besoin d'une injonction de soins ? Mais souvent, meurtre, assassinat, homicide, injonction de soins. Parfois, violence conjugale, injonction de soins, ou injonction de soins, ou obligation de soins. Violence intrafamiliale, pareil. Je vous ai parlé des incendies. Incendie volontaire, injonction de soins. Et puis, bien sûr, infraction à caractère sexuel, injonction de soins.
Alors là, me demandez pas, vous demanderez au magistrat, hein, parce que moi, je n'y comprends rien parfois. Mais on a encore quelques personnes qui ont commis des faits de violence sexuelle et qui sont en obligation de soins. Vous confirmez, les collègues ? Bon. Alors nous, on nous a dit infraction à caractère sexuel, injonction de soins. Oui, mais il y a 12 médecins coordonnateurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Et nous avons le droit à 60 dossiers. Et croyez-moi, je crois que mon collègue sera d'accord avec moi, ça nous suffit. C'est pas qu'on demande à ce qu'on ait 120 dossiers, hein, parce que c'est un sacré boulot pour chacun des dossiers. Je suppose que tu diras tout à l'heure que le médecin coordonnateur, à la fois c'est la courroie de transmission, à la fois c'est le filtre pour pas trop non plus. Et on fait un gros travail actuellement sur quel est le secret professionnel, quels sont les secrets professionnels du médecin coordonnateur. Suzanne, tu m'arrêtes quand il faut que je m'arrête, hein, parce que tu sais, tu m'as connue, je peux parler toute la matinée, hein, d'accord ? Mais aussi, on compte, je suppose que vous êtes d'accord, on compte sur le médecin coordonnateur pour alerter, pour dire que quelqu'un est dangereux, ou pour dire que quelqu'un est éventuellement pas soigné et donc dangereux. Voilà la place du médecin coordonnateur. Je suppose que tu en diras beaucoup plus. Je vais vérifier que j'ai tout dit sur la différence, parce que vous m'attendiez sur ça ou pas, sur les différences entre l'un et l'autre. Attendez, je mets mes lunettes parce que je vois plus rien maintenant. Alors, les différences, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, l'expertise, les envers, l'encadrement judiciaire, oui. Ah oui, un petit truc, hein. Sursis mise à l'épreuve, c'est pas une injonction de soins. SSJ, c'est une injonction de soins. Surveillance judiciaire, j'ai vu que avec des injonctions de soins. Est-ce qu'on peut avoir une surveillance judiciaire avec une obligation de soins ? Voilà. De toute façon, si vous saviez tout ce qui est juridiquement possible, c'est incroyable. Est-ce que je vous ai tout dit ? Encadrement, expertise systématique, post-sententielle, pièce pénale. Voilà. Moi, je voudrais quand même vous dire un mot très important. C'est la pluridisciplinarité. Alors bien sûr, vous savez que je soigne des auteurs de violences sexuelles. J'ai pas choisi, hein. Je me suis pas levée un matin en disant « Allez, Tiffaine, aujourd'hui tu vas soigner des auteurs de violences sexuelles ». Cette problématique est venue petit à petit dans ma pratique au CMP. Soigner des auteurs de violences sexuelles, ça se fait pas seul. S'ils sont en injonction de soins, chouette, on a le médecin co. Ils sont normalement en obligation ou en injonction de soins, toujours avec un mec qu'on appelle le SPIP. Alors, je crois, est-ce qu'il y a un CPIP aujourd'hui ici ? Pas de CPIP. Qui va porter la parole du CPIP ? Le magistrat sera bien obligé. Personne ne va porter. Mais c'est le gars, d'ailleurs, les patients, ils disent, nos patients, ils disent c'est ma SPIP. Ou c'est mon SPIP, quand c'est un homme. C'est ma psy. Vous savez qu'on est parfois les seules personnes de confiance de nos patients. Hein. Un truc de malade. Hein. Mais au-delà de cette interdisciplinarité, de ce partenariat, le soin est ou devrait être en pluridisciplinarité. Et c'est pour ça que c'est le petit moment pour moi de parler de l'EMOT et de l'URSSAF. Parce que au-delà des soins que l'on fait chacun chez soi, je ne sais pas s'il y a des libéraux, mais sinon c'est souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, service public. Au-delà de ça, vous avez des unités régionales. Si vous ne les connaissez pas, demandez à les rencontrer. On prend notre petit bâton de pèlerin, n'est-ce pas les collègues ? Et on y va. Et on vous raconte ce qu'on peut faire pour vous. On ne peut pas faire grand-chose, on est 3 Pékins. Mais enfin, ces 3 Pékins-là, enfin nous, on est 12. Vous êtes 8. Alors à nos deux fameuses et reconnues équipes régionales, on est quand même 20. Et dans un CMP, 20, c'est déjà pas mal. Hein. Alors on ne peut pas prendre tout le monde. Hein. Tout à l'heure, il y a le docteur Jean qui disait qu'il n'avait jamais vu d'injonction de soins pour les mineurs. Alors je suis désolée de devoir contrarier ou contredire le docteur Jean. Vous lui direz pas ? Ouais, non, vous lui dites pas. Hein. Mais moi, je vous le dis. Il y a des mineurs en injonction de soins. J'en ai eu plusieurs. Et ces mineurs-là deviennent des majeurs pendant l'injonction de soins. Donc ils grandissent, leur cerveau mûrisse. C'est un truc de malade. On voit les patients, surtout moi qui vois que des hommes de plus de jusqu'à 100 ans, ça va. Hein.
Là, on voit des tout jeunes, avec des troubles mentaux pas encore structurés, avec des personnalités pas encore structurées et un vrai espoir. Madame la docteure Gamay, elle nous a quittés du service il y a quelques semaines, mais elle savait nous insuffler l'espoir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de dire qu'il y a un vrai espoir pour ces patients. Oui, les soins pénalement ordonnés, c'est possible. Je ne peux pas finir cette intervention sans parler de nos collègues dont on ne parle jamais, c'est-à-dire les infirmiers dans nos services. Et évidemment, c'est avec une vraie émotion qu'aujourd'hui, je veux rendre hommage à nos infirmiers dans les services, à nos infirmiers en CMP, à nos infirmiers à l'URSSAF, à l'EMOT, à nos infirmiers en détention qui payent parfois le prix lourd de devoir écouter les patients, accompagner les soignants, entendre nos râlages et toutes nos coups de gueulante, supporter les difficultés institutionnelles et qui nous quittent parfois beaucoup trop tôt. Je vous remercie. C'est tout de suite les questions ou je retourne m'asseoir? Ah, c'est tout de suite les questions. Me voici. Ah bah d'ailleurs, je vais prendre mon papier. Des questions en tout début de journée comme ça. Faut qu'il y en ait un qui se lance. Hein. Ah, The Magistrat. Tenez-vous bien. Bonjour, j'ai envie de vous présenter Benjamin Vézu, juge de l'application des peines à Lille. Je vous remercie pour l'invitation à cette journée. Pas tant une question que peut-être des éléments de réponse sur votre interrogation, sur pourquoi est-ce que, notamment sur les violences sexuelles, on n'est pas toujours sur des injonctions de soins et on est sur l'obligation de soins. En fait, on a une difficulté juridique, c'est que pour prononcer une injonction de soins, il faut qu'elle soit liée à un suivi socio-judiciaire. Pour avoir un suivi socio-judiciaire, il nous faut une expertise psychiatrique qui nous dit que la personne est traitable, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Deux difficultés à ça. La première, malheureusement, et ce qu'on connaît nous quotidiennement, c'est le peu d'experts psychiatriques sur les ressorts qui conduisent à des délais parfois extrêmement longs pour obtenir un résultat d'expertise. En matière... alors, à l'instruction, pour les crimes, c'est obligatoire, donc on va la demander, mais parfois on a 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi pour avoir un retour d'expertise psychiatrique. Sur les faits délictuels type agression sexuelle incestueuse, ça va, certaines infractions, on a des expertises obligatoires, certaines, ça ne l'est pas. La difficulté aussi, c'est que le suivi socio-judiciaire, c'est une mesure qui est extrêmement contraignante, qui demande effectivement l'intervention d'un médecin coordonnateur, et vous êtes en nombre réduit, encore que on a une chance immense sur le Nord-Pas-de-Calais d'avoir 12 médecins coordonnateurs. J'ai connu des régions avec un médecin coordonnateur ou avec aucun qui était inscrit. Et donc, naturellement, on limite... C'est bon pour la région. On limite aussi les injonctions de soins et les suivis socio-judiciaires, puisqu'en fait, on sait que derrière, on va avoir une difficulté à trouver un médecin coordonnateur disponible, à mettre en place ce suivi. Et on va y préférer un sursis probatoire qui, d'ailleurs, ne peut pas être cumulé avec le suivi socio-judiciaire. Il faut faire le choix entre les deux. Et on va y préférer un sursis probatoire avec une obligation de soins qui sera certes moins cadrante, mais qui va quand même permettre d'envisager des soins. Et c'est pour ça qu'on a aussi, et notamment je pense que c'est sur les agressions sexuelles incestueuses, ce qui en ce moment nous occupe beaucoup, qu'on a des injonctions de soins parce que par défaut, on va dire, on ne peut pas privilégier le SSJ qui reste un peu la mesure de luxe, si je peux le dire comme ça, en matière de soins au pénal. Voilà, sur ces points-là. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est le luxe. Avoir un médecin co, c'est le luxe. Franchement, il y en a qui nous trouvent un peu lourds quand même. 3 fois par an, hein, je pense que tu raconteras tout ça. 3 fois par an, il faut les rencontrer. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question dans le cadre de votre fonction de médecin coordonnateur et à la fois de psychiatre spécialisé dans les infractions à caractère sexuel. Une question qui me paraît simple. Moi, je travaille dans l'Oise et nous n'avons pas autant de luxe d'avoir des médecins coordonnateurs aussi nombreux. Ils sont actuellement entre 2 et 3 parce qu'il y en a un sur le départ. Et la question que je me pose souvent, c'est lorsque j'ai une personne qu'on a suivie en détention,
qui sort avec une injonction de soins et qu'on traite par ailleurs, dont on sait très bien que la personne qui bénéficie soit d'un traitement inhibiteur de la libido, soit, et c'est beaucoup plus rare en effet, d'un traitement antipsychotique, la question toujours fondamentale de l'arrêt de l'injonction de soins et donc de l'arrêt des traitements qui va se faire puisque le patient nous l'annonce clairement, je compte les jours avant d'arrêter la prise des traitements. Quel lien le psychiatre traitant, puisque la différence en injonction de soins et obligation de soins, c'est qu'on doit se préciser comme étant référent et traitant, comment, par quel canal et quel est le partenariat entre psychiatre référent traitant et médecin coordonnateur pour lorsque la durée de l'injonction se terminant, s'il y a un risque d'endogérosité psychiatrique, on puisse alerter la magistrature ou la justice sans difficulté et en temps et en heure. Eh ben, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je vais pouvoir répondre à votre question. C'est passé par une alerte au médecin coordonnateur, que le médecin coordonnateur a relayé au magistrat. Le magistrat a pris 2 autres JAP. Alors, excusez-moi, je ne suis pas sûre que je dis exactement les bons mots, hein, mais 2 copains à lui, et ils ont décidé qu'on s'en remettait, et on est sur la surveillance judiciaire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a basculé. Donc le monsieur, très heureux, vous l'imaginez, d'autant que lui, il ne sait pas que c'est le soignant qui m'a prévenu, mais par contre, il sait bien que c'est moi qui ai prévenu le magistrat. Mais enfin, je continue à le voir. Je me suis dit, il va me retourner le bureau. Non. Et c'est comme ça qu'il en a pris pour 2 ans de plus. Et on est en train de réfléchir sur le fait... Alors, ils sont 3. Nous, on ne décide pas. Je ne sais pas s'il y a aussi un procureur qui décide là-dedans. Il n'y a que les 3 magistrats. Alors, le procureur donne son avis, les magistrats... Vous savez que les magistrats, ils sont comme nous, les médecins, ils sont hyper jaloux de leur... vous m'en voulez pas de dire ça, de leur décision. D'accord ? N'empêche que, de temps en temps, le procureur s'impose dans ses décisions et régulièrement aussi, quand l'expert dit qu'il faut mettre une injonction de soins, si le magistrat ne la met pas, il peut ne pas la mettre, mais ça veut dire qu'il doit argumenter qu'il ne l'a pas mise. Donc vous voyez, même les magistrats, parfois on doit les obliger, et ça c'est un peu comme un psychiatre quand on lui dit ce qu'il doit mettre comme traitement. Vous voyez, ça, on n'aime pas trop. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. Après, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un changement de moteur externe vers de moteur externe, c'est-à-dire l'injonction de soins vers un moteur interne. J'ai un problème. Et je veux quand même vous dire que la grande majorité des patients que nous mettons sous castration chimique, ou même sous antidépresseurs à visée freination de la libido, c'est plutôt eux qui, quand on dit faudrait peut-être, il y a des effets indésirables, faudrait peut-être lever le pied, est-ce que vous vous sentiriez prêt à arrêter le traitement ? C'est plutôt eux qui disent nanana. Alors, tu as des trous dans les os, tu as un truc deux trucs qui poussent là, tu as une biologie de mais tu continues à prescrire le castrateur chimique parce que le patient, lui, il ne veut pas qu'on lui arrête le castrateur chimique. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, à l'URSSAF, on a aussi une habitude de diminuer et d'arrêter les castrations chimiques. Et là aussi, je veux quand même vous dire que lorsqu'on a dépassé les fameuses 5 ans, dont Madame Sophie Baron-Laforêt, qui est une de mes prédécessrices, je ne sais pas comment on dit, que j'admirais beaucoup, elle parlait toujours de 5 ans de suivi et après, de 5 ans de castration et après on réfléchit. Et bien c'est vrai que quand, par exemple, on ne va pas parler, mais pour certaines raisons, on décide d'arrêter, on a de bons résultats. De toute façon, je vais vous dire, dans l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles, comme dans l'accompagnement de toutes les personnes sous main de justice, comme absolument dans tous les soins psychiatriques, et probablement non psychiatriques, mais ça, je n'y connais rien, ça fait longtemps que je ne soigne pas autre chose. La seule chose dont on est absolument sûr qui marche vraiment, c'est l'alliance thérapeutique. Et je voulais quand même vous dire que lorsque cette compréhension, ces représentations des soignants a été rétablie dans le cerveau méfiant des personnes détenues par des soins en prison,
la demande de soins augmente de 54% en sortant d'incarcération. Un vrai bonheur. Tout ce que vous faites en prison, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui travaillent en prison ici. Tout ce que vous faites en prison, c'est du bonheur pour nous, ce qu'on fait à l'extérieur. Surtout, surtout, prenons soin des soignants en prison. Alors, en termes d'histoire, mais tu as du temps là. En quelques mots. Dans l'Antiquité, lorsque quelqu'un avait fait mal, avait fait du mal, mais qu'il était... Vous êtes en train de rigoler, mais je vais aller très vite, de l'Antiquité à nos jours. Mais qu'il était déclaré irresponsable parce que... il ne tournait pas tout à fait ce qu'il fallait dans la tête. À l'époque, il n'y avait pas de psychiatre, je vous rappelle, quand même. Les psychiatres, ça ne date pas d'il y a très longtemps. N'empêche que dans l'Antiquité, si le sort réservé à la personne qui a fait tel acte de délinquance ne pouvait s'appliquer, par exemple, si c'était de balancer la personne du haut d'une falaise, ça pouvait être ça la sanction, eh bien, on montait la personne qui l'avait fait, qui avait été déclarée irresponsable, on jetait une grande pierre en haut de la falaise, et puis on rendait l'irresponsable à sa famille. On fait un grand pont et on arrive à 1905, la circulaire Chaumier. La circulaire Chaumier, alors oui, en 1905, il s'est passé plein de trucs. Il n'y a pas que la séparation de l'Église et de l'État. Il y a eu la circulaire Chaumier qui pour moi est très intéressante. C'est la circulaire des demi-fous. Vous connaissez ça, les demi-fous ? C'était surtout des personnes pénitentiaires, des professionnels des prisons, qui trouvaient qu'il y avait des détenus qui n'étaient pas comme les autres. Et pourtant, ils avaient été déclarés responsables. Et ils les avaient appelés les demi-fous. Et on a commencé, c'est tout petit par tout petit, on a commencé à dire on ne va pas faire que les punir, il faut aussi les soigner. Et il y a quand même eu 2 branches qui se sont faites, l'UHSA d'un côté, l'UMD de l'autre, si je vais très vite, qui sont quand même d'un côté des personnes, des malades difficiles et dangereux, et c'est hyper caricatural ce que je fais, et de l'autre côté, des détenus malades. Voilà. Et puis, petit à petit, je vous rappelle aussi que la guerre de 14-18 est arrivée, la connaissance de la victimologie par les premiers, je vous laisse regarder les fragments d'Antonin si vous ne l'avez jamais vu, le psychotrauma, les attentats, la victimologie, tout ça, ça prend de l'essor. Et petit à petit se rendre compte qu'il faut soigner les gens, non pas par dichotomie, mais vraiment en comprenant qu'il y a des personnes qui récidivent parce que, et alors évidemment les troubles pédophiliques, les personnes qui sont atteintes de troubles pédophiliques, à l'époque on les appelait les pédophiles, mais pas que, des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux et qui, s'ils ne sont que punis, ils récidivent. Et en 1904, alors attention, fin de la guerre 45 quand même, il faut en parler, des centaines, peut-être des milliers de personnes ayant eu des troubles mentaux qui sont mortes de faim dans leur lieu de vie parce que manque de soins. Ce qui s'était passé pendant quand même la Shoah, tout ce qui s'est passé, bref, l'idée qu'il faut soigner les gens, qu'il faut prendre soin, le développement de la psychiatrie et les problèmes d'alcool, prendre soin des personnes qui sont en problème d'alcool. On est en 54 quand on commence à se dire qu'il faut obliger les gens à se soigner pour l'alcool. On est en 70, la French Connection, film intéressant si ça vous intéresse, si vous avez une culture cinématographique. La France est inondée de toxiques. 1970, l'injonction thérapeutique et tous les soins obligés. 1998, Ballier et les personnes qui sont intéressées par les soins en prison vous savez qu'on ne peut pas obliger à se soigner en prison. Vous le saviez ça ? Vous êtes tous d'accord de ça ? En prison, il y a l'incitation aux soins. Mais en prison, on ne peut pas se soigner. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort de prison ? La loi de 98, donc la loi de l'injonction de soins, modifiée, remodifiée et surmodifiée avec... j'en fais encore ? Tu sais que moi,
Mais pourquoi Suzanne dit ça? C'est très important. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Souvent, quand je parle du secret professionnel, par exemple, je dis qu'il y a eu l'histoire, il y a eu 39-45, il y a eu la délation, il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça qui fait qu'on verrouille, et heureusement. Voilà, bon, c'était pour mon petit cours d'histoire, pour ceux qui voulaient. Je vous en prie. Oui. Ah, j'en ai eu 2 ou 3 depuis quelques années, et c'est pas fréquent. Mais il y en a. Il y a beaucoup d'obligations de soins, mais cette part de mineurs est particulièrement, enfin, je ne sais pas si tu en as déjà eu des mineurs en injonction de soins. D'abord, les partenaires ne sont pas les mêmes, c'est la PJJ, c'est les soignants de pédopsychiatrie, donc nous autres qui avons quand même plutôt l'habitude des partenaires de psy adultes, on s'adapte, mais surtout, on a là quelqu'un en construction. C'est tellement mieux que de le retrouver en injonction de soins à 50 ans. Oui. L'injonction thérapeutique. Alors, juste 2 mots pour dire qu'il s'agit d'un dispositif qui nécessite des médecins relais, et je ne pense pas qu'actuellement il y ait des médecins relais à l'ARS, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a encore quelques-uns. Voilà. Et je ne crois pas que les magistrats ne mettent... En tous les cas, le Nord-Pas-de-Calais n'est pas habitué à cette... Mais vous avez une sorte de médecin relais qui est comme le médecin coordonnateur, donc pas un médecin traitant. Hein. On est bien d'accord qu'on ne soigne pas. Hein. C'est le moment c'est le moment de ma semaine où je ne soigne pas quand je vois les patients. Enfin, bon, on a du mal parce qu'on n'a quand même qu'un seul cerveau. Hein. Mais bon, on essaye de ne pas les soigner. Et j'essaye de montrer à mes stagiaires qu'il y a une posture à avoir en tant que médecin co qui n'est pas la posture de soignant. Le médecin relais a un peu la même. Et puis les soignants sont plutôt des soignants en addicto. Après, en addicto, il y a énormément d'obligations de soins. Et dans les injonctions de soins, on a parfois des patients qui sont en injonction de soins pour les soins psychiatriques et psychologiques et en obligation de soins pour les soins addictologiques. J'aime mieux vous dire qu'il faut réfléchir à comment on va faire tous ces soins. Parce que parfois, ils sont un peu trop nombreux autour de nos patients, je trouve. C'est très paradoxal. Il y a des patients qui ont personne. On galère à leur trouver un soignant. Et il y a des personnes sous main de justice que j'ai en tant que médecin co. Toutes les semaines, ils ont au moins un, parfois 2 rendez-vous médicaux ou soignants ou infirmiers ou assistantes sociales. C'est paradoxal. Donc bon, ça nécessite un peu de réflexion parfois. Et c'est ça qui est bien dans le médecin coordonnateur, c'est qu'il est là pour réfléchir justement. D'accord. D'accord. C'est vrai.